Et nous sommes avec Nicolas Legendre, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde en Bretagne et vous êtes l'auteur de Silence dans les champs, publié chez Artaud en avril, une enquête saisissante sur le complexe agro-industriel breton. Près de 300 entretiens, 29 fermes visitées, 7 ans de travail. Pourtant, votre intérêt pour le sujet ne date pas d'hier, il remonte à l'enfance puisque vos parents étaient agriculteurs, producteurs laitiers exactement. Est-ce que déjà à l'époque vous ressentiez sans toujours le comprendre que quelque chose ne tournait pas rond ? Oui, parce qu'on voyait déjà à l'époque, c'était dans les années 90, on voyait les rapports de force en fait qui se tendaient à la fois au sein du monde paysan et vis-à-vis des entités agro-industrielles, firmes ou coopératives. C'était la lutte pour le foncier par exemple. Donc pour les terres, et puis il y avait aussi la question de l'agrandissement perpétuel avec ces fermes qui grandissaient encore et toujours, et avec les questions que ça posait notamment au niveau de la fuite en avant en fait économique, de l'endettement. Et ça, vous le ressentiez déjà Non, enfin, quand je en dis tout je cas, le vous ressentais, entendiez des choses enfants. Il y avait des choses qui étaient dans l'air, il y avait une atmosphère. Moi, j'étais pas capable de formaliser tout ça, de mettre des mots sur les choses, mais je captais effectivement certaines choses. Donc, dans votre livre, vous enquêtez, qui est là, Silence dans les champs, vous enquêtez sur le complexe agro-industriel breton. De quoi on parle exactement ? Alors, on parle de l'ensemble informel qui est formé par le monde agricole en Bretagne, des firmes agro-industrielles, fabricants et vendeurs d'intrants, pesticides de synthèse, engrais, mais aussi aliments pour le bétail, des coopératives, des institutions financières, assurances et banques, dont une banque bien célèbre, et également le syndicat majoritaire, la FNSEA pour ne pas la nommer, et puis d'une certaine façon aussi l'État qui a joué un rôle un peu ambivalent au fil des années dans la mise en place et dans le développement du modèle agricole dominant. C'est un système très tentaculaire. Dans cette enquête, il est aussi question et surtout beaucoup de silence et de non-dit. Ça commence déjà par un modèle dominant qui n'est pas nommé. Je vous cite, le productivisme agro-industriel n'a officiellement pas de nom, ce qui lui permet de faire croire qu'il est simplement la vie, la normalité ou le cours des choses et qu'il n'existe pas d'itinéraire bis. Comment expliquer justement cette incapacité à nommer les choses ? Parce qu'on n'a jamais dit en fait de quoi il s'agissait. C'est un système qui naît à partir des années 60 et qui va de pair dès cette époque-là avec la notion de progrès en fait. On avance, c'est la marche en avant, c'est le grand bond en avant breton et ce système n'est pas présenté comme étant un système. Il n'y a pas à l'époque de modèle dominant qui va s'imposer, qui est le productivisme agro-industriel, c'est-à-dire le volume, la spécialisation, la standardisation des produits, l'agrandissement perpétuel des fermes. Il n'y a pas de représentant du productivisme, il n'y a pas de bureau où on peut sonner et apporter des doléances. Donc finalement, on est tous presque collectivement emportés dans ce système en Bretagne à partir des années 60, sans qu'on puisse forcément mettre des mots dessus. Et pour justement avoir tous les éléments de compréhension, vous revenez sur ce que vous appelez le fondement de l'empire armoricain dès les années en fait 50. Et c'est ce que vous dites, le mot d'ordre à l'époque, c'est modernité. Et la Bretagne, elle s'est engouffrée dans ce credo. Il n'aurait pas pu en être autrement. C'était difficile au sens où ce qui s'est passé en Bretagne se passait ailleurs dans le monde à l'époque et il y avait effectivement des grandes tendances auxquelles on pouvait difficilement échapper. Ceci dit, dès les années 1950, certains agriculteurs en Bretagne mettent sur pied des techniques qui sont déjà alternatives avant même que le productivisme soit mis sur pied. Je pense aux systèmes herbagés qui ont été développés par André Pochon, un paysan bien célèbre des Côtes d'Armor. Et donc, il y a déjà des propositions d'une certaine façon qui sont sur la table, mais ensuite le rouleau compresseur va être tellement puissant qu'elles ne pourront pas s'imposer. Pourtant, aujourd'hui, c'est un système qui est à bout de souffle. À l'évidence, si on prend certains indicateurs
que sont les chiffres du suicide dans le monde agricole, qui est la disparition des fermes, moins 25% de fermes en Bretagne entre 2010 et 2020. C'est aussi le taux d'endettement des fermes, donc qui témoigne d'une fuite en avant économique, etc., etc. Et je ne parle pas des indicateurs environnementaux qui sont au diapason, même si des choses ont évolué. C'est indéniable. On a fait évoluer certaines choses sur les conséquences environnementales du modèle dominant depuis les années 80, mais à mon sens, en fait, on a resserré des boulons. C'est ce que je dis souvent, on n'a pas changé de véhicule. Or, c'est probablement ça qu'il faudrait faire si on voulait sortir de ces impasses. Alors c'est un système qui enrichit quelques-uns d'un côté et appauvrit une grande partie de ceux qui travaillent pour lui. En Bretagne, en fait, le système féodal semble parfois perdurer tellement les liens en fait de domination sont puissants. Je mets une petite nuance, il appauvrit une partie de ceux qui travaillent pour ce système et d'une manière générale, il a contribué au développement économique de la Bretagne. Ça, c'est certain. En revanche, il y a des bénéficiaires plus importants, il y a des bénéficiaires majeurs. On a des grands capitaines d'industrie qui ont beaucoup gagné avec ce modèle. Et on a eu une réactualisation de vieux schémas de domination aussi, de vieux schémas de domination qui étaient ancrés depuis l'époque médiévale dans la société bretonne et qui se sont, d'une certaine manière, qui ont été réactualisés à l'époque actuelle avec par exemple des patrons d'abattoirs, des paysans qui ont grossi, qui sont arrivés en responsabilité dans des coopératives et on a un système qui n'est pas foncièrement démocratique à mon sens. Et ces gens, ces ouvriers, ces paysans, on les réduit aussi au silence. Il y a une grande difficulté pour certains à parler. En fait, il y a une pression sociale parce que c'est toute la société bretonne qui s'est engouffrée dans ce modèle. Et finalement, il y a ce qu'un sociologue que je cite dans le livre nomme un ordre social breton, qui fait que c'est pas impossible de s'opposer à ce modèle, c'est pas impossible d'aller contre, etc. Mais ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parce qu'il y a le voisin, parce qu'il y a le banquier, parce qu'il y a éventuellement l'assureur, parce qu'il y a tout un tas de personnes et d'entités dont on dépend, dont beaucoup de gens dépendent, à commencer par les paysans. Et il est difficile d'aller contre ces gens, d'aller contre ces entités. Certains ont beaucoup à perdre, en fait. C'est pour ça qu'ils se taisent, bien souvent. Il y a une omerta en Bretagne? Est-ce qu'on peut le dire, ce mot-là? Certains l'utilisent en tout cas. De même que certains utilisent le mot ou l'expression dérive mafieuse. Moi, je ne le reprends pas forcément à mon compte. Je pense que c'est un peu fort. En revanche, oui, il y a des formes d'omerta sur certaines problématiques. Je prends un exemple très simple. Moi, il y a des représentants syndicaux de l'agroalimentaire qui refusent de me parler à visage découvert. Ils ont un mandat syndical. Je pense que ça veut tout dire. Dans votre livre, vous utilisez cette image très parlante. Vous commencez avec ça, des ombres, celles qui réveillent d'un appel anonyme à 2 h du matin, celles qui intimident, celles qui livrent des veaux et poussins de seconde zone. Ces ombres, elles n'ont pas de visage, elles n'ont pas d'entité et ne laissent pas de preuves. Alors comment est-ce qu'on enquête face à des ombres? On recueille des témoignages, beaucoup. On essaye de nouer la confiance avec les gens. Et ensuite, plus concrètement, il s'agit de recouper tout ce qui est recoupable, en fait. On parle de paysans, par exemple, qui me disent qu'on leur a mis des antibiotiques dans le Temps-Calais parce qu'ils s'étaient plaints de la stratégie de leur coopérative ou autre, de paysans qui ont subi des entraves pour l'accès au foncier ou au financement, encore une fois, parce qu'ils avaient fait un pas de côté. Donc, bien souvent, il n'y a pas de preuves. Comment voulez-vous qu'on prouve qu'on vous a sabordé votre accès au crédit? C'est très difficile. Donc, on recoupe tout ce qui est recoupable. Et puis, quand il y a un témoignage, on peut avoir des doutes légitimes. Quand il y en a 10, 20, 30 et plus de 50 maintenant, c'est autre chose. Une façon de faire, ou en tout cas qui se rapproche. Ouais. On émet des doutes. Cette enquête, c'est un puissant plaidoyer, un changement de paradigme. Alors comment est-ce qu'on change les choses? Vous avez des pistes de réflexion ou pas du tout? Je pense qu'en tout cas, ça ne peut pas reposer uniquement sur les épaules des paysans.
parce que ce système, il implique nécessairement le consommateur et la grande distribution, dont on n'a pas parlé jusque-là, mais qui a un rôle majeur dans cette histoire. Leclerc et Intermarché sont nés en Bretagne. Donc, à mon sens, si on n'actionne pas différents leviers en même temps, avec une volonté collective forte, on n'arrivera pas à grand-chose. Et donc, ça nécessite aussi des décisions d'élus, des décisions étatiques courageuses. Et pour ça, ça suppose de passer outre le pouvoir de certains lobbies extrêmement puissants. Et ce livre fait partie aussi, en tout cas, permet de libérer la parole. Et ça, vous avez déjà des retours Beaucoup, ouais. Beaucoup. Quotidiennement, ouais, j'ai des messages de lecteurs, de Bretons, paysans ou pas, qui me remercient et puis qui me parlent de ce qu'eux ont vécu.